Bonjour, chers élèves. Vous êtes dans votre leçon du jour, le cours de français en terminale LS1, S2. Donc, pour vous dire que vous êtes toujours dans Takana. Takana, c'est une plateforme très respectée par les adeptes des cours en ligne parce que c'est des cours en ligne très, très, très spécialisés et avec une qualité exceptionnelle. Donc, aujourd'hui, nous allons vous faire part d'une leçon, les fonctions du roman. Avec M. Diak, vous aviez déjà fait tour de la leçon théorique sur les types de romans et tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de revenir un peu sur le roman. Donc, chers élèves, la leçon d'aujourd'hui porte sur le roman. Et quand on parle du roman, il faut savoir que le roman, par introduction, est un genre littéraire qui a traversé l'histoire de la littérature aussi bien française qu'africaine. Ça, donc, c'est connu par tout le monde. Il a connu une évolution au cours des siècles. D'abord étant une langue, et voilà, c'était une langue par opposition à certaines autres langues parlées comme le breton. Après, il a été un genre mineur avant de devenir maintenant et gagner considérablement du terrain jusqu'à devenir un genre roi. Donc quand on parle du genre roi, il faut savoir que le roman n'est rien d'autre qu'un médium, qu'un moyen nous permettant de traiter un sujet sur les faits sociaux et surtout sur beaucoup d'autres domaines. Donc, par définition, on a dit que le roman est un genre protéiforme. Quand on parle de protéiforme, j'espère donc qu'il faut revenir un peu sur le terme protéiforme. Protéiforme. P-R-O-T-E, accent aigu, I-F-O-R-M-E, protéiforme. Quand on parle de protéiforme, il faut savoir que c'est plusieurs formes. C'est polymorphe. Le roman est un genre polymorphe. Donc, protéiforme, écrit en prose d'une longueur assez conséquente et qui met en scène des personnages évoluant dans un cadre spatio-temporel bien défini. Alors, chers élèves, il faut savoir que cette définition ne semble pas ressortir toute la complexité du genre romanesque. Parce que le roman est plus important que cela. Parce que c'est un genre libéral par excellence. Et quand on parle de genre libéral par excellence, c'est parce que le roman touche les banalités les plus ordinaires. Comparé à la poésie qui était un genre réservé à une élite où il ne fallait pas vraiment parler de banalité et d'ordinaire, il fallait un choix judicieux des mots pour créer un chef-d'œuvre. Le roman se permet presque toutes les possibilités d'écriture. Voyez, nous allons revenir un peu dans une autre leçon sur les formes romanesques avec des techniques comme les prolepses, les analepses, les focalisations, que ce soit la focalisation interne, la focalisation externe et la focalisation zéro. Mais aujourd'hui, le but, notre leçon tourne autour des fonctions du roman. Donc, quand on parle des fonctions du roman, chers élèves, il faut savoir que les fonctions du roman sont multiples. Et quand on parle des fonctions du roman sont multiples, il faut savoir que on prend un peu une étude, on fait une étude peut-être pour faire comprendre aux élèves des choses qui peuvent les aider pour mieux traiter un sujet de baccalauréat. Mais les fonctions du roman sont très nombreuses. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelques-unes. D'abord, on va prendre la fonction miroir. Quand on parle de la fonction miroir, c'est une fonction très, très, très usitée et utilisée dans le roman. Quand on parle du miroir, il faut savoir que le roman apparaît comme un reflet de la société. Et le romancier devient un témoin vivant des histoires racontées. Ça, c'est la fonction miroir. Le roman apparaît comme le reflet de la société et le romancier comme un témoin vivant des histoires racontées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand le romancier prend sa plume, il s'inspire des faits
sociaux. Il s'inspire des faits réels. Il s'inspire des faits vécus. Donc, il est un témoin oculaire, il est un témoin vivant de son histoire. Ainsi fait-il un diagnostic sans complaisance des faits marquants de la société. Là, c'est le roman qu'on appelle la fonction miroir. À titre illustratif, on peut prendre les romans réalistes et naturalistes du 19e siècle avec les exemples de Madame Bovary de Flaubert et Germinal de Zola. On va un peu mettre un point sur ces deux romans-là. Madame Bovary. Madame Bovary. Bovary. Quand on prend l'exemple de Madame Bovary, on se rend compte que Flaubert nous parle d'une histoire, et d'une histoire centrée autour de Emma Bovary, qui est l'épouse d'un médecin de province. Et elle rêve d'une vie romanesque et sombre dans l'ennui. Les adultères et les dettes l'accablent. Et Flaubert fait ce qu'on appelle une critique acerbe de l'idéalisme romantique et de la bourgeoisie provinciale. Donc, Madame Bovary nous parle de cette histoire-là, de Emma Bovary, qui a étudié, qui a lu des œuvres romantiques, pensant que la vie tourne autour de tout ce qu'elle avait lu dans les œuvres, alors que tel n'était pas le cas. Ça, Flaubert fait ce qu'on appelle une peinture réaliste des faits sociaux du 19e siècle. On peut aussi prendre l'exemple de Germinal. Quand on parle de Germinal, c'est G-E-R-M-I-N-A-L de Émile Zola. Germinal de Zola aussi est une œuvre, est un chef-d'œuvre d'ailleurs. C'est une classique. L'histoire tourne autour de Étienne Lantier. Étienne Lantier était un ouvrier mineur qui organise une grève désespérée dans les mines du nord de la France. Donc, c'est un roman naturaliste qui dépeint la lutte des classes, la misère ouvrière et l'espoir d'une révolte sociale. Donc, le personnage central s'appelle Étienne Lantier. Ça, c'est la fonction sociale du roman. Donc, place maintenant Alioune Badara Diack avait fait déjà une leçon sur le roman. Donc, au passage, on salue la présence de Alioune Badara Diack qui nous suit et je suis bien encadré parce que réellement, il fait partie des meilleurs profs de français que tu connais. Donc, nous allons revenir un peu sur la fonction mnémotechnique. Quand on parle de la fonction mnémotechnique, on souligne. Elle est liée à l'histoire, la fonction mnémotechnique, que beaucoup de gens ne font pas. Vous savez, on dit la parole s'en va, mais l'écriture reste. Et la littérature a pour fonction de graver certaines choses qui ne doivent pas être méconnues par la société. Parce que les jeunes générations doivent être édifiées sur les faits passés. Donc, elle est liée à une histoire qui consiste à garder la mémoire d'un peuple, afin que les jeunes générations s'en souviennent. Le romancier, donc, est comparable à un historien du présent, selon la plume de Georges Duhamel. Donc, on va prendre, chers élèves, ce romancier-là qu'on appelle Georges Duhamel. Georges Duhamel. H-A-M-E-L. Quand on parle de Georges Duhamel, c'est un écrivain qui a comparé le romancier à un historien. Pourquoi il le fait? Parce que tout simplement, comme l'avait dit Djibril Tamsir Niane dans Sundiata ou le peuple manding, il disait quoi? Il disait que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Quand on dit passé, c'est un grenier d'histoire que les générations futures doivent connaître. Donc, à titre illustratif, nous pouvons prendre beaucoup de romans comme Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ou Les bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane. Quand on prend Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, on souligne Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'est un roman, un chef-d'œuvre, et qui se passe dans le Paris médiéval. La belle Esmeralda est au cœur d'un drame entre Quasimodo, le sonneur difforme, Frollo, l'archidiacre obsessionnel de Phébus, capitaine vaniteux, une ode à l'architecture gothique et une tragédie sur la fatalité
Et là donc, Hugo revient sur une histoire qui a marqué la France. Nous avons aussi l'exemple, un autre exemple, Sembène Ousmane dans les bouts de bois de Dieu. On souligne aussi les bouts de bois de Dieu. Quand on prend les bouts de bois de Dieu, Sembène Ousmane retrace une histoire importante sur la grève des cheminots du Dakar-Niger. Ça, c'est une histoire réelle qui est passée au Sénégal, qui s'est passée au Sénégal. Lorsque les ouvriers qui travaillaient sur le chemin de fer se sont sentis vexés, déshonorés par les colons, ils ont organisé cette grève-là. Et on se rappelle tous de la marche des femmes de Thiès à Dakar. Donc ça, c'est une histoire réelle. Pour que les Sénégalais s'en souviennent, Ousmane Sembène a écrit les bouts de bois de Dieu. C'est ça qu'on appelle la fonction mnémotechnique. Maintenant, place maintenant à la fonction évasive. Ça aussi, c'est une fonction importante dans le roman de façon générale. Quand on parle de la fonction évasive, il faut savoir que l'évasion est un domaine important pour l'harmonie d'une société. Pourquoi? Parce que quand le monde est truffé de monotonie, de tout ce qui tourne autour de la routine, les gens ont besoin d'un univers, d'un ailleurs meilleur pour se réfugier, pour un peu s'échapper de la réalité afin de trouver refuge, afin de trouver une solution à la monotonie de la vie, à la routine et à tout ce qui tourne autour des réalités qui sont vraiment pas du tout catholiques. Là donc, le romancier crée un monde utopique, crée un monde onirique. Donc c'est la mission romanesque qui vise à... c'est ce qu'on appelle... cette fonction permet au romancier de créer un monde onirique. Voilà. L'adjectif qui vient de rêve, c'est onirique. Donc on va essayer d'écrire un peu onirique parce que c'est des mots nouveaux qui sonnent peut-être mal à l'oreille, mais qui peuvent être expliqués. Onirique. Onirique, c'est l'adjectif qui vient de rêve. Le rêve. Vous savez, le rêve est permis et le rêve permet de régler beaucoup de problèmes. Alors, quand on est lecteur, quand on est romancier, on a toujours tendance à créer ce monde-là. Face à la monotonie de la vie, il est de la responsabilité du romancier de faire voyager ses lecteurs dans le souci de les libérer du joug de la routine. Ça, c'est important. C'est l'exemple du roman Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Quand on prend le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, l'histoire revient sur un gentleman anglais. Il parie qu'il accomplira le tour du globe en 80 jours avec son valet. Donc il fait une aventure trépidante, mêlant péripéties exotiques et suspense technique. Donc là, l'auteur, le romancier Jules Verne nous met en face d'un personnage, en face d'un gentleman anglais qui veut faire le tour du monde en 80 jours. Alors là, tout le monde sait que c'est un rêve qui peut être réalisé peut-être un jour. Là, donc, c'est ce qu'on appelle la fonction évasive. Maintenant, place maintenant à la fonction qu'on appelle la fonction didactique. La fonction didactique, c'est la mission romanesque qui vise à repousser les barrières de l'ignorance. Quand on parle de repousser les barrières de l'ignorance, c'est lutter contre l'ignorance. Donc l'écrivain a une mission qui consiste à enseigner, qui consiste à moraliser, qui consiste à éveiller dans le sens de donner une leçon de morale, une leçon de conduite. Dès lors, le roman apparaît comme un socle à partir duquel on distille une moralité, c'est-à-dire on enseigne une moralité. À titre illustratif, on peut se référer à l'œuvre de Mariam Abba, intitulée Une si longue lettre, dans laquelle œuvre, elle fait le procès de certains faits sociaux comme la polygamie, le problème de caste, le levirat, entre autres, dans le but de conscientiser la jeune génération sénégalaise sur ces travers, c'est-à-dire sur ces tares-là. Donc je reviens sur Une si longue lettre. C'est une œuvre que beaucoup de gens connaissent, Une si longue lettre de Mariam Abba. Pourquoi? Parce que ça retrace un peu l'histoire du Sénégal. Ça retrace un peu les faits sociaux qui se déroulent quotidiennement dans notre société. Prenons le cas de problème de caste. Tout le monde sait que beaucoup de gens souffrent de ce problème-là. Parce que tout simplement, tu es issu d'une famille castée.
Et là, l'histoire de Modou Fall et de Ramatoulaye n'est pas presque épargnée, mais surtout celle de Maoudoba et de Aïssatou. Quand on parle de Maoudoba et de Aïssatou, c'est un couple jeune qui s'aimait d'un amour partagé jusqu'au jour où la mère de Maoudoba a voulu rompre ça, prenant son homonyme du nom de Petite Nabou et vouloir lui donner en mariage à son fils Maodo. Et quand Aïssatou a su ça, que c'était par exemple la volonté de sa mère, Aïssatou a écrit une lettre qui résonne encore dans nos oreilles. Rappelez-vous de cette lettre-là. Maodo, si tu peux procréer sans aimer, rien que pour assouvir l'orgueil d'une mère déclinante, je te trouve vil. Et là, donc, Aïssatou était dans l'obligation de se protéger lui aussi parce qu'elle était issue d'une caste. C'est ça qu'on appelle la fonction didactique. Donc, didactique, c'est pour enseigner. Donc, Mariam Abba voulait enseigner aux Sénégalais qu'il y a des choses qui existent et qu'il faut vraiment bannir. Et plus, il parle de levira. Le levira, c'est quoi? Là, je vais écrire aussi ce mot-là, le levira. Quand on parle de levira, Levira, c'est un mot qui permet à quelqu'un, c'est-à-dire un garçon, dont le frère rend l'âme, de prendre la main de sa défunte. Et là, l'histoire de Ramatoulaye et de Modou Fall est édifiante. Car Tamsir Fall, le grand frère de Modou Fall, après le décès de Modou, qu'est-ce que Tamsir disait? Ramatoulaye, tu es ma chance. Pourquoi Ramatoulaye était sa chance? Parce que tout simplement, lui, il est le frère de Moudou. Ça, c'est le levira. C'est ça qu'on appelle le levira. Beaucoup de gens connaissent ça en Wolof, mais ne connaissent pas ça en français. C'est ça qu'on appelle le levira. C'est qu'à l'absence du grand frère, le petit frère hérite de la femme de son défunt frère. C'est ça qu'on appelle le levira. Et Mariam Abba voulait montrer que ça, c'est des choses à dépasser. Parce que l'histoire n'est plus là pour dire qu'il faut des choses qui ne demandent pas le consentement de la femme ou bien l'amour de la femme. Ça, Mariam Abba voulait vraiment que les gens s'en souviennent. C'est ça qu'on appelle la fonction didactique. Maintenant, après la fonction didactique, nous allons revenir un peu sur la fonction satirique. Quand on parle de la fonction satirique, elle est encore appelée la fonction critique. La fonction critique. On va souligner la fonction satirique. La fonction critique. Donc, elle est encore appelée la fonction critique. Pourquoi on parle de fonction critique? Elle permet de dénoncer les abus notés dans la société. En ce sens, le romancier fait une critique acerbe à l'endroit des tares qui gangrènent la société. Donc, il faut comprendre que le romancier fait une critique acerbe, virulente, par rapport aux faits sociaux. Nous pouvons prendre l'exemple de Belle Amie de Maupassant, qui s'attaque à certaines pratiques dans le milieu journalistique, comme la manipulation. Donc, dans Belle Amie, Georges Duret, qui était ambitieux et séduisant, gravit les échelons de la société parisienne grâce à son charme et à la manipulation des femmes. Une satire cynique de la presse, de la corruption et de l'arrivisme sous la Troisième République. C'est ça qu'on appelle la fonction satirique. Nous pouvons prendre aussi d'autres romans, comme Madame Bovary, qu'on avait cité en haut. Donc, c'est des romans qui permettent aux romanciers de revenir amplement sur des faits marquants de la société qu'on doit dénoncer. C'est ça qu'on appelle la fonction satirique. Donc, de façon ramassée, en 20 minutes, on a parlé des fonctions du roman, de façon ramassée. Donc, on fait un rappel. Quand on parle de la fonction première, on avait dit la fonction sociale, miroir. Quand on parle de fonction miroir, c'est la fonction c'est la fonction qui permet au romancier de faire un reflet des faits sociaux. On a aussi parlé de la fonction mnémotechnique, qui consiste à garder en mémoire les faits marquants d'une société. On a aussi parlé de la fonction évasive qui permet à l'écrivain de faire voyager ses lecteurs dans un univers féerique. On a aussi parlé de la fonction didactique qui permet à un écrivain de donner des leçons de morale, de donner des leçons de conduite. De la même manière, on avait parlé aussi de la fonction didactique qui consiste à enseigner, à éduquer, à moraliser. Et enfin, nous avons parlé de la fonction satirique. Donc, chers élèves, pour un bref rappel,
On a évoqué ces cinq grandes fonctions-là qui peuvent être aussi sectionnées en d'autres fonctions, mais pour la compréhension d'un sujet et pour la plupart du temps, les sujets qui sortent au bac, quelqu'un qui arrive à avoir ces cinq notions-là, il peut se permettre au moins de créer, de traiter un sujet, oui, donc, quelqu'un a levé la main. On continue donc. Pour dire que ces fonctions-là vous permettront au moins de traiter un sujet au bac en français. Parce que beaucoup de gens pensent que le roman tourne autour de la fiction et de la réalité. D'accord, quelqu'un qui gère ça, fiction et réalité, il a presque compris le roman, mais ça reste. Il faut savoir que le roman joue des fonctions. Et comme la poésie, comme le théâtre, le roman a des fonctions essentielles. Donc, pour vous dire que c'est une leçon qui a été comme ça créée pour donner un aperçu aux fonctions du roman qui peuvent sortir au bac. Parce que quand on parle du roman, on parle d'un genre polymorphe. Et bon, une autre leçon, nous allons revenir sur les formes romanesques, les genres, les types de romans. Et là, vous allez voir que le roman est un genre qui est libéral par excellence comparé aux autres genres. Donc, pour les fonctions du roman, j'ai fait cette esquisse-là pour vous permettre un peu d'avoir une idée sur ça, mais j'espère que avec les questions, avec aussi le débat et surtout le sujet que j'ai donné, avec un exemple d'exercice, je pense qu'on va revenir un peu sur les fonctions du roman, parce que moi, je dis toujours et à qui veut l'entendre qu'aujourd'hui, le professeur ne doit plus être un dispensateur de savoir. Il doit être un artisan. Et l'élève lui-même aussi devient l'artisan aussi de son propre savoir. Il doit créer le cadre, le prof crée le cadre, mais les élèves constituent les artisans de le savoir. À partir des questions, à partir des suggestions, à partir des contributions, je pense que le cours sera idéal. Parce que je peux être là 2 heures de temps à vous donner des exemples, à vous donner des citations, à vous donner des œuvres et des arguments. Mais tant que les élèves ne sont pas les artisans de leur propre savoir, je pense qu'on a échoué le cours. Donc, chers élèves, de façon ramassée, voilà en gros ce qu'on voulait dire concernant les fonctions du roman. Si vous avez des questions pour le moment, on prend quelques-unes avant de continuer. Ceux qui sont présents, et là je dis aussi pour quelqu'un qui veut prendre la parole, il n'a qu'à lever la main et là on va lui adresser la parole pour qu'il pose une question ou bien faire une contribution ou bien ce qui n'est pas clair, on revient sur ça. Donc vous avez la possibilité de poser des questions. Donc il y a Khadidien. Khadi, tu as la parole. Monsieur, je voulais seulement que vous vous reveniez sur la fonction évasive. D'accord. Donc, quand on parle de la fonction évasive Hadi, il faut savoir que l'écrivain, le romancier en particulier, il crée un monde de rêve. Quand on parle de monde de rêve, il faut savoir que le romancier a l'obligation de faire voyager ses lecteurs dans un univers féerique. Pourquoi faire? Pour se soulager. Vous savez, Hadi, le rêve est un remède contre beaucoup de souffrances. Pourquoi parfois même certains ne se suicident pas? C'est parce qu'ils rêvent. Tant que le rêve est là, l'espoir est là. Donc le romancier, il crée ce cadre-là pour permettre à ses lecteurs de faire un voyage. Un voyage qui n'est pas physique, mais un voyage moral, un voyage idéologique et aller dans un univers féerique et faire découvrir le monde des fantasmes et des fantômes. C'est ça qu'on appelle la fonction évasive. Et beaucoup de romanciers ont misé sur cette fonction-là parce que permettant au lecteur de se soulager, de se départir de la routine, de se départir des tracasseries de la vie pour essayer un peu de se soulager. C'est comme un travailleur qui a besoin le dimanche de se reposer. Donc l'écrivain a cette capacité-là. Après lecture, c'est une délectation. Donc l'écriture, la lecture, c'est une délectation aussi bien pour le romancier, mais aussi pour le lecteur. Parce qu'il y a des gens en lisant, ils se soulagent. Et là, pour mieux se soulager, l'écrivain crée un cadre. Ce cadre-là, il le réussit grâce à sa technique. C'est ça qu'on appelle la maîtrise. C'est ça, d'ailleurs, on n'est pas encore revenu sur ça, sur la mission esthétique du romancier, mais on a la possibilité d'y revenir. Parce que le romancier a la possibilité de créer ce cadre-là afin de permettre au lecteur de se soulager et d'aller vers un autre monde. C'est ce que dit un peu Guy Descartes.
Le roman n'a pas à délivrer de message, le roman c'est l'évasion. Khadi? Oui, c'est bon, j'ai compris. Ah, merci beaucoup, Khadi. Donc, place maintenant à Insa Sadio qui a levé sa main. Bonjour, monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure du fiction et de la réalité. Pouvez-vous revenir sur ça et avec une explication pour approfondir? Je ne comprends pas. Merci, Insa. Ça aussi, c'est vrai. Vous savez, le roman, dans le roman, il y a ce qu'on appelle une dichotomie. Quand on parle de dichotomie, c'est c'est une dialectique. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui s'opposent un peu dans le roman. Certains disent que le roman est une fiction. D'autres disent que le roman est une réalité. Mais d'emblée, il faut savoir que l'élément essentiel et irréductible du roman, c'est la fiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de roman sans fiction. Ça, c'est pas possible. Même les romans les plus réalistes, il y a une dose de fiction. D'abord. Donc, c'est l'élément indispensable et irréductible du roman, c'est la fiction. Ça veut dire qu'on ne parle jamais de roman sans fiction. C'est bon. Donc, à partir de la fiction, on peut créer une réalité. Mais à partir de la fiction aussi, on peut encore faire de la fiction. Donc, le roman est centré entre deux choses. Quand on parle de la fiction, c'est cette dose de mensonge qui accompagne le roman. Une imagination, une invention, une création. Là, c'est purement fictif. À l'opposé, on a un réalisme, c'est-à-dire que le roman est une réalité en ce sens que le romancier, il décrit, il fait une description, il fait une observation. Et d'ailleurs même pour les naturalistes et les réalistes, surtout les naturalistes, il fait même ce qu'on appelle une explication scientifique. Pourquoi? Parce que tous les faits sociaux ont une explication scientifique. Là, Zola l'a expérimenté. D'ailleurs, il parle d'expérimentation. Quand on parle d'expérimentation, ça donc c'est beaucoup plus ancré dans le réel. Donc c'est palpable. Le romancier, il n'invente plus, il ne crée plus, il n'imagine plus, il décrit. Il fait une observation. Après observation, il diagnostique. Et là, le romancier est comparé à un médecin. Vous savez, le médecin ne vient pas prescrire un médicament. Il fait quoi? Il observe, il diagnostique, il fait une étude avant de prescrire un médicament en vue de solutionner. De la même manière, le romancier fait ce travail-là. Il fait une observation objective des faits sociaux. À partir des observations objectives, il va maintenant en déduire quelque chose. S'il y a des tares, il les montre. S'il y a des bienfaits, il les montre. À partir de ces tares-là, maintenant, il peut faire une critique et ça devient satirique. Après avoir fait une critique, il peut aussi enseigner. Donc, dans ce cas, on parle de romancier qui est réaliste. Donc, le roman est entre la réalité et la fiction, en ce sens que le roman peut créer un cadre. Il invente une histoire qui n'a jamais existé. Et à partir de cette histoire-là, il fait une œuvre romanesque. Ça, c'est une fiction. De la même manière, on peut voir quelqu'un qui se base sur une histoire réelle et en fait une histoire dans un roman. Je donne l'exemple. Par exemple, on prend le cadre de les bouts de bois de Dieu de Semed Ousmane, dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand Semed Ousmane écrit son œuvre, il y a une histoire qui est le socle. Cette histoire-là, c'est les travailleurs, les cheminots du Dakar-Niger. Tout le monde sait qu'au Sénégal, cette histoire-là a réellement existé où les gens s'étaient offusqués contre la manière dont les Blancs dirigeaient et ils étaient en grève. Donc, à partir de cette histoire-là, il crée une œuvre. De la même manière, on peut voir une œuvre fictive. Prenez par exemple Planète des singes, hein, de Pierre Boulle. Tout le monde sait que cette histoire-là, du point de vue vraiment réalisme, c'est pas quelque chose qu'on peut dire que c'est avéré. Dans un cadre où les singes prennent la place des hommes, ça, je pense que c'est fictif. Donc, c'est ça qu'on appelle le roman entre réalité et fiction. Et ça. Merci. Merci. Donc, la parole à Ndeye Fatou Diallo. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Ndeye Fatou. D'accord. Donc, monsieur, vous avez dit, j'ai pris note depuis le début. Et Merci. j'ai fait un constat concernant la fonction miroir et la fonction satellite. Mhm, Vous avez dit, en ce qui concerne la fonction miroir, c'est une fonction très utilisée dans le roman et le roman apparaît ainsi comme un reflet de la société. mhm, Vous avez aussi dit, euh, dans la fonction satirique que le roman vise à dénoncer l'état de la société. Maintenant, je demande si la différence qu'il y a entre la fonction miroir et la fonction satirique, c'est que quand il s'agit de la fonction miroir, le romancier fait un reflet de la société mhm, et
Quand il s'agit de la fonction satirique, le romancier dénonce l'état de la société. Maintenant, Absolument. maintenant, je demande s'il ne s'agit que de ça comme différence, s'il n'y a que ça Merci comme beaucoup, une Ndeye différence. Fatou. Ça montre que vous avez suivi le cours et je pense que c'est ça l'objectif visé par Takana. Takana veut aider les élèves à réussir. Et la plupart du temps, on vous donne l'occasion de le faire avec des cours gratuits pour le moment. Donc, je pense que, donc, Ndeye Fatou, ta question est pertinente. Pertinente en ce sens que vous avez compris la fonction miroir et la fonction satirique. Vous savez, la fonction miroir, c'est reflet. Par exemple, une photocopie, une photographie. Quelqu'un peut photographier la réalité sans critiquer. Il donne seulement les faits objectivement. Donc, il est dans la neutralité totale. C'est comme un arbitre dans un match de football. Il est à équidistance des faits sociaux. Le romancier le fait aussi. Il est à équidistance des faits. C'est-à-dire, il vient, il fait une photocopie fidèle et banale de la réalité. C'est ce que Stendhal nous avait dit dans sa citation, le roman est un miroir. Quand on parle de miroir, le miroir ne reflète que ce qu'on lui montre. Donc là, c'est la fonction miroir. Alors que la fonction satirique cumule les deux, les fatos. C'est-à-dire, la fonction satirique, d'abord, c'est parce qu'il a déjà fait le miroir, il a déjà reflété toutes les tares sociales, mais aussi, il essaie de les dénoncer. C'est-à-dire de montrer que ça, c'est pas bien. Et Mariam Abba l'a fait dans une si longue lettre quand elle parlait de l'Assemblée nationale avec Daouda Dieng, rappelez-vous de ce député-là. Quand Mariam Ba lui disait, Daouda, votre assemblée, elle est masculine, dans une assemblée où il n'y a presque pas de femmes. Alors, vous parlez d'émancipation de la femme. Là, donc, Mariam Ba, elle fait une critique acerbe de certains tas de la société, comme le fait que les hommes occupent les places et les femmes devaient rester au foyer. Alors, Mariam Ba dit niet, elle dit que non, il faut mettre un tiret net à ça. Il faut mettre fin à cela. Et là, donc, depuis lors, on voit que, pour dire que le roman a une importance capitale, Mariam Ba a joué dans le rôle de l'émancipation de la femme sénégalaise en général et africaine en particulier, parce qu'elle a fait ce qu'on appelle, elle a ouvert les yeux aux dames pour leur dire qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de complexe, il faut lutter parce que la vie appartient à ceux qui luttent. Et Mariam Ba a tenu tête, Ramatoulaye, dans l'œuvre, a tenu tête à Daouda Dieng, qui était séduisant, qui était un intellectuel hors pair. Mais qu'est-ce que Ramatoulaye lui dit? Daouda, je t'estime bien, mais je ne t'aime pas. Pour dire que la femme a la possibilité de dire aux gens non. Et là, donc, vous avez les prémices depuis sous l'orage en quatrième, si vous vous rappelez bien, entre l'histoire de Kani et de Samou. Et lorsque le père Benfa voulait donner en mariage Famagan à sa fille Kani. Mais Kani a dit non. Pour dire que l'école a ouvert aussi les yeux. Mais aussi l'école est un mal nécessaire, les Fatou, si vous me le permettez. Parce que dans l'aventure ambiguë, la Grande Royale disait ça. L'école où nous poussons nos enfants va tuer en eux ce que nous aimons le plus et conservons avec soin et à juste titre. À l'école, on vous enseigne l'art de vaincre sans avoir reste. Donc les femmes se sont basées sur cette émancipation-là pour dire non. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction satirique, la fonction critique, où on ne fait pas seulement une photocopie des faits, mais au-delà de la photocopie, on fait une critique acerbe. C'est ça qu'on appelle la fonction satirique. Nefatou, tu es là? Donc, Nefatou, Monsieur, oui, vous m'entendez? oui, je vous entends bien. C'est bon, j'ai compris. Merci, j'ai pris note. Merci, Nefatou. Donc, place maintenant à Fatou Faye. Fatou Faye, vous avez la parole. Bonjour, monsieur. Bonjour, Fatou. Je veux savoir la différence entre la fonction évasive et divertissement, réalité et engagement aussi. Merci, merci Fatou. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des termes génériques. Divertissement et évasion. Les deux vont ensemble. Parce que quand on parle d'évasion, on quitte un monde réel pour aller vers un autre monde. Divertissement aussi, c'est presque la même chose. Donc le romancier, il fait tout pour évader ses lecteurs et les divertir. Donc le divertissement, comme je l'avais dit au début de la leçon, que ces fonctions-là, on peut les disloquer en d'autres petites fonctions. Donc le divertissement aussi va de pair avec l'évasion. Parce que quand on parle d'évasion, on n'est plus dans le monde réel, on est dans le monde fictif. Et là, on essaie de se soulager un peu par le divertissement. Mais le divertissement a un peu un point qui lui est propre, c'est parce qu'il y a le rire. Et vous allez comprendre le divertissement plus dans le théâtre. Là, c'est beaucoup plus divertissement. On ne va plus parler d'évasion dans le domaine du théâtre, mais nous allons parler de
divertissement. Parce qu'au théâtre, on peut rire. De la même manière, dans le roman, on peut rire, hein, comme dans une pièce de théâtre aussi, on peut rire. Parce que si vous lisez, par exemple, les contes philosophiques de Voltaire, c'est des romans, mais des romans, comme on le dit, contes philosophiques. Donc, il y a une jonction entre le grotesque et le sublime. Donc, là, si vous vous rappelez de l'œuvre Candide de Voltaire, parfois, on a tendance à rire parce que Pangloss, ce qu'il avait enseigné Voltaire, ce qu'il avait enseigné par la bouche de Pangloss ne tenait pas trop. Quand il dit tout est mieux dans le meilleur des mondes possibles. Donc, c'était un peu pour répondre à Leibniz, le philosophe là, qui disait que tout est mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais à la fin de l'œuvre, qu'est-ce que le personnage va faire? Lui, il va essayer de dire que le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Donc, pour dire qu'il était dans une utopie, ils étaient dans un rêve, mais à la fin, il voit la réalité. Dans la vie, tout n'est pas rose. Pour quelqu'un qui veut réussir, il faut travailler. Parce que c'est le travail paie. Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Donc ça, c'est la différence entre le divertissement et l'évasion. Le divertissement, on parle de divertissement plus dans le domaine du théâtre, où il faut rire. Je vais faire une digression. Par exemple, si vous lisez, par exemple, L'Avare de Molière, c'est une pièce de théâtre. Où le seigneur Harpagon, comme le dit Molière, était de tous les humains, l'humain le moins humain. Car donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit même pas je vous donne le bonjour, mais je vous prête le bonjour. Cette scène-là permet de rire. Ça, c'est un divertissement pur et dur. Tandis que dans le domaine du roman, on parle d'évasion. Évasion dans le sens où le personnage, le lecteur, quitte ce monde-ci réel pour aller dans un autre monde en vue de se soulager face aux turpitudes de la vie. C'est ça qu'on appelle évasion. Maintenant, dans le domaine aussi où tu parles de la différence entre l'engagement et la réalité, vous savez, l'engagement, on parle plus ça dans le domaine de la poésie, en ce sens que le poète est engagé quand il prend en charge les problèmes de la société. De la même manière, le romancier prend en charge les problèmes de la société. Cause pour laquelle, dans le roman, on ne parle plus d'engagement comme on le parlait dans la poésie, mais on parle de satirique, on parle de social, on parle de miroir, mais les arguments sont les mêmes. Les arguments sont les mêmes. Le romancier, comme le poète, il a l'obligation d'être un vicaire sur terre, d'être un être social au service de son peuple. Il doit descendre de son piédestal et se mêler au combat social. Ça, il le fait, les gens vont dire il est engagé. Engagé, c'est un terme générique qui englobe plusieurs termes. Mais dans tous les cas, quand un écrivain prend la plume pour une cause sociale, il est engagé. Fatou Ndiaye. Salut, j'ai raté le début, s'il vous plaît. C'est quoi le roman? Merci Fatou. Je reviens un peu sur Fatou Ndiaye qui a raté le début. Donc, je disais que le roman est un genre littéraire comme les autres, comme la poésie, le théâtre. Mais qu'est-ce qui fait son originalité? C'est parce que le roman est un genre polymorphe. Quand on parle de polymorphe, c'est protéiforme. Donc, le roman peut prendre plusieurs formes. Alors, on peut insérer dans un roman des discussions, des dialogues et autres. Donc, le roman se permet presque un libéralisme dans le domaine de l'écriture. Donc, il a connu une évolution au cours des siècles. Il a été d'abord une langue, comme on dit, on parle de la langue romane. Il a été aussi un genre mineur, mais au cours des siècles, il gagne considérablement du terrain jusqu'à être le genre roi. Pourquoi être le genre roi? Parce que le romance est le genre le plus facile à écrire. Comparé à la poésie où il faut rimer, il faut rythmer, il faut respecter les normes de versification, le romancier, tu vas voir même, je l'ai dit tantôt dans la leçon, par des techniques comme les analepses et les prolepses, le romancier peut faire ce qu'on appelle des retours en arrière et des anticipations. On appelle analepse, j'écris analepse, A-N-A-L-E-P-S-E. Contraire, prolepse. P-R-O-L-E-P-S-E. Analepse et prolepse sont deux techniques propres au roman. On ne les retrouve pas dans la poésie. Par exemple, dans Une si longue lettre, rappelez-vous, l'histoire commence avec la mort de Modou Fall. Comment on peut commencer un roman, une histoire par la mort?
Et après, on va voir Modou Fall vivre, Modou Fall être étudiant, Modou Fall être ami avec Maodo. C'est parce que c'est une possibilité dans le roman. Faire des anticipations, faire des retours en arrière, ça, c'est une particularité romanesque. Alors, le roman aussi, qu'est-ce qui fait sa grandeur? C'est parce qu'il touche aux banalités les plus ordinaires. Rappelez-vous dans un roman comme Camaralai et dans un roman comme L'Enfant Noir de Camaralai. Il donne des détails, c'est-à-dire que le roman parle de détails. Camaralai disait mon père avait une case, on y pénétrait par une porte rectangulaire. Mais ça, c'est des détails. Donc le roman se permet tous les détails, le roman se permet les banalités, les plus ordinaires. Voilà donc le genre romanesque par essence et par excellence, qui est un genre vraiment qui a joué des fonctions multiples dans la littérature aussi bien française qu'africaine. Fatou, si tu es satisfaite, sinon tu peux reposer une autre question par message. Voilà, merci Fatou. Donc maintenant, nous allons donner la parole à Aïcha Bari. Aïcha, vous avez la parole. Aïcha Bari, vous nous écoutez. Voilà, maintenant, si Aïcha n'est pas disponible, on va. Aïcha, oui, Aïcha. Aïcha parle fort. Aïcha, ça ne passe pas, on ne vous entend pas. On va donner donc la parole à Ami Diop Faye. Ami Diop Faye. Ami Diop Faye. Elle est partie. Donc, on va donner la parole à Elage Ndiaye. Elage, Bonjour, monsieur. ouais, bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est Ami. Oui, c'est Ami. Oui, on vous écoute. Je voulais juste vous demander de faire monter l'écran. Depuis tout à l'heure, je voulais pas vous interrompre. Mhm. Ami, tu peux télécharger ça si vous avez un compte. Donc, il faut essayer de faire tout pour vous inscrire sur la plateforme Takana Academy. Comme ça, vous aurez les cours gratuitement. Elage, Elage Ndiaye. Oui, monsieur. Oui, Elage. Bon, j'ai resté beaucoup parce que j'étais en train de télécharger Room, Place to Work, je ne sais pas. Bon, j'ai resté beaucoup. Donc, je voulais savoir les différents éléments du roman. Merci, Elage. Donc, on va revenir un peu sur ce qu'on avait fait de façon ramassée concernant le roman. Donc, après l'introduction, nous avons essayé de définir un peu le roman comme un genre multiforme, comme un genre protéiforme qui a traversé l'histoire de la littérature aussi bien française qu'africaine. Mais il faut comprendre que le roman a des fonctions. Mais beaucoup d'élèves pensent que le roman est juste réalité et fiction. J'ai dit il faut dépasser cette idée-là. Le roman peut être réalité et fiction, d'accord, mais le roman a des fonctions. J'ai dit, quand on parle de roman réalité-fiction, il faut savoir que le roman fictif, c'est un roman qui invente l'histoire racontée, qui invente l'espace, le temps. Tout est imaginaire. J'ai donné l'exemple de Le Tour du monde en 80 jours et Planète des singes. Là, c'est des romans qui sont fictifs. Alors, j'ai aussi parlé de roman réalité, où le romancier crée pas. Il est dans l'observation, il est dans la description, il raconte des faits qui ont déjà existé. Ça, c'est le roman réalité, le roman dans la réalité. Alors, j'ai donné l'exemple de Les bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane. J'ai donné aussi l'exemple de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'est des romans qui retracent des faits réellement vécus dans les sociétés sénégalaises et françaises. C'est ça qu'on appelle le roman réalité. Alors, après avoir parlé de fiction et réalité, j'ai aussi évoqué les fonctions du roman. D'abord, la fonction évasive. J'ai dit, non, la fonction sociale. Quand on parle de la fonction sociale, c'est une fonction miroir. On parle de fonction miroir en ce sens que le romancier fait une description objective et neutre des faits marquants de la société. Ça, c'est la fonction qu'on appelle la fonction miroir. Après la fonction miroir, j'ai évoqué la fonction mnémotechnique. Mnémotechnique s'écrit avec MN, accent aigu, pour dire que ça, c'est la mémoire. Quand on parle de la mémoire, c'est quelque chose qu'on doit graver. Graver parce que la parole s'en va, mais l'écriture reste. Si vous vous rappelez un peu, pourquoi l'Afrique a été taxée d'un continent historique, c'est parce qu'on nous a dit que vous n'avez rien écrit. Alors, il fallait mettre fin à cela. Nos romanciers, depuis la première génération jusqu'à nos jours, ils écrivent. Et ils écrivent des faits réels, comme
Mariama Ba décrit la société sénégalaise après les indépendances juste, alors que nous pensions que nous allons permettre à la femme d'occuper des postes de responsabilité, la femme était reléguée au second plan. Mariam Ba prend sa plume pour montrer ça. Ça, c'est miroir. Alors, après miroir, c'est mnémotechnique. On garde la conscience, on garde la mémoire d'un peuple. Comme l'avait dit Djibril Damsirian, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Pourquoi? Parce que le romancier est un historien du présent, selon la plume de Georges Duhamel. Alors, l'écrivain aussi peut faire évader ses lecteurs. L'évasion rime aussi un peu avec le divertissement. C'est la question de Fatou, je pense. Pourquoi? Parce que quand on parle d'évasion, on est dans un monde idéal, un monde, ce qu'on appelle un monde meilleur, un ailleurs meilleur. Pourquoi meilleur? Parce que c'est un monde créé. C'est comme chez nous, parmi les chômeurs. Si vous regardez pourquoi au Sénégal, les chômeurs ne se suicident pas, parce qu'ils rêvent. Ils vont dire, c'est pas, ça va aller, un jour viendra, ça va aller, ça va aller. Et c'est ça le rêve. Alors le romancier aussi a cette possibilité-là de faire évader ses lecteurs dans un monde féerique. Après l'évasion, on a aussi la fonction qu'on appelle la fonction satirique. Satirique, c'est la dénonciation, où l'écrivain, au-delà d'observation, au-delà de description, il dénonce, il critique. C'est ça la différence entre social et satirique. Au-delà maintenant de la fonction didactique, satirique, il y a aussi la fonction didactique. La fonction didactique maintenant, c'est là où l'écrivain donne des leçons de morale, des leçons de conduite. Alors, le romancier n'est plus quelqu'un qui fait une description, n'est plus quelqu'un qui dénonce, mais c'est quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui distille dans son œuvre une moralité. Comme dans les fables de de La Fontaine, quand il dit je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Ça, c'est de la poésie. Mais dans le roman, le romancier doit faire tout pour donner des leçons de morale, pour donner des leçons de conduite. C'est ça ce qu'on appelle la fonction didactique. Donc, en gros, c'était ça, Elage. Si vous avez aussi des questions, on peut aussi revenir brièvement sur ça. Ok, c'est bon. C'est bon. Voilà, il y a une autre C'est bon. question aussi. Ndei Diakher Dia. Bonjour, monsieur. Pour la fonction de miroir, on peut convoquer Amadou Kourouma dans les soleils des indépendances. Ou bien, effectivement, euh, on peut bel et bien convoquer Amadou Kourouma dans les soleils des indépendances. Après les indépendances, en 68, Amadou Kourouma a écrit un roman intitulé Les soleils des indépendances. Et dans ce roman, il nous montre une désillusion. Nous sommes dans la troisième période. Le roman négro-africain est scindé en trois périodes. La première période de 1920 à 1945, selon certains. C'est la période où on parlait de consentement, où les écrivains étaient d'accord concernant la colonisation. Parce que pour eux, le blanc était venu pour nous civiliser, le blanc était venu pour nous enseigner, et là donc le blanc était un démurge, un demi-dieu qui avait le pouvoir de nous civiliser dans tous les domaines. Il y a beaucoup de romans qui traitent de ça. Dans la deuxième période, de 1945 à 1960, il y a ce qu'on appelle les romans de contestation à l'ordre colonial, où les écrivains ont dénoncé mordicus la manière dont les Blancs traitaient les Noirs. L'exemple de Ferdinand Oyono est édifiant, avec ses deux chefs-d'œuvre en 1956 qu'on appelle Une vue de boy et Le vieux nègre et la médaille. Dans ces deux romans, Ferdinand Oyono nous montre comment le blanc est. Nous qui croyons que le blanc était bien, le blanc était un demi, il nous montre que le blanc est un être qu'on ne doit pas choyer, c'est un être qui n'a pas de cœur, à la place du cœur, il y a une pierre. Et là, l'exemple du héros, le vieux nègre et la médaille qui s'appelait Mecca, qui a tout donné à la France, ses enfants, ses terres, mais en retour, pour signe de reconnaissance, on lui a donné une seule médaille. Et qu'est-ce que peut faire une médaille pour un Africain? Et d'ailleurs, la médaille va se perdre en cours de route. C'est ça qu'on appelle les romans de contestation à l'ordre colonial. Mais Amadou Kourouma, dans son roman, il s'inscrit dans ce qu'on appelle les romans de désillusion, désenchantement. C'est-à-dire ce qu'on pensait et ce que la réalité nous montre, c'est deux. Alors, Amadou Kourouma a écrit Les Soleils des indépendances pour nous montrer que l'indépendance n'a apporté que des illusions, comme l'histoire de Fama Doumbouya, qui sera déçue par les indépendances. Et là, Fama Doumbouya va employer un terme qui est péjoratif. Il dit la bâtardisation du pouvoir.
Et Fama va avoir que deux choses avec avec l'indépendance, une carte de parti et une carte nationale d'identité. Pour montrer que la dynastie des Doumbouya s'estompe et à jamais. C'est une réalité vécue. Et Amadou Kourouma va prolonger le débat dans surtout son roman intitulé En attendant le vote des bêtes sauvages. C'est dans ce roman-là qu'il nous montre que après les indépendances, l'Afrique est dirigée par des dictateurs au sens large du terme, qui avaient la boulimie et l'avidité du pouvoir. Et là, il a écrit un roman intitulé En attendant le vote des bêtes sauvages. Et par le truchement de la fiction, il a montré la réalité crue. Donc là, c'est vraiment un roman social. C'est vraiment un roman qui reflète les réalités africaines d'une manière générale. Alors, Amadou Kourouma fait partie des écrivains qui ont dénoncé, qui ont montré, qui ont visualisé, qui ont fait l'observation et la description des faits après les indépendances, depuis 68 jusqu'à son œuvre en 2000. Allah n'est pas obligé. Dans tous ces romans, vous voyez que Amadou Kourouma revient amplement sur les faits marquants de la société. Ndeye Diakher Dia, Tamsir Malik, quand vous demandez qu'est-ce qui différencie la fonction miroir et la fonction satirique, je pense que cette question-là revient constamment. Parce que quand on parle de fonction miroir, c'est un moyen pour l'écrivain de montrer visiblement les faits de la société, sans pour autant faire une critique. Bien que implicitement, il y a une critique, on peut dire. Mais explicitement, il n'a pas fait une critique de façon très claire. Mais il montre juste les faits sociaux. C'est ça qu'on appelle miroir. C'est comme la personne qui se mire après avoir pris son bain. Alors, il se montre, c'est-à-dire il se regarde en face. Quand tu lis aussi une œuvre romanesque, tu vois les réalités, tu vois ce que la société vit. C'est ça qu'on appelle la fonction miroir. Contrairement à la fonction satirique, au-delà d'un miroir, le roman devient une critique acerbe, une critique virulente contre les vices de la société, contre les défauts de la société, comme Madame Bovary de Flaubert, où Flaubert s'attaque à des pratiques comme l'adultère. Et là, l'exemple de Emma Bovary était édifiant. Elle qui pensait que il fallait vivre ce que les romans nous montrent, les romans romantiques, donc la vie, elle est rose. Au finish, elle va connaître qu'une désillusion et elle va tomber dans des vices comme l'adultère. Ça, c'est la fonction satirique et Flaubert dénonce ce fait-là. C'est ça qu'on appelle la différence entre satirique et miroir. Il y a aussi Ami Diop Faye qui demande, monsieur, pour la fonction mnémotechnique, on peut prendre aussi l'exemple sur Senghor avec son poème Joal. Voilà, ça, c'est une question essentielle. Et ça me permet de revenir sur un fait que beaucoup d'élèves font, c'est-à-dire une erreur. Quand vous avez le roman et la poésie, ce n'est pas la même chose. Et quand on vous demande de faire une leçon sur le roman, il ne faut pas convoquer la poésie. Senghor a écrit Joal qui est un poème. Donc, c'est extrait de son recueil poétique Chant d'ombre qu'il a écrit en 1945. Mais bien que les thèmes sont les mêmes, parce que lui, il se rappelle de son village, Joal, je me rappelle, il se rappelle aussi de la culture sérère, de la culture sénégalaise, mais il fait de la poésie. Alors que la leçon porte sur le roman. Vraiment, Ami Diop Faye, tu as posé une question excellente qui me permet de régler un problème. Au bac et dans tous les concours que vous aurez au demeurant, il faut savoir que le roman diffère de la poésie. Le roman diffère du théâtre. Et le roman est exclusivement réservé à une écriture, pour la plupart du temps, en prose. Alors que la poésie est écrite en vers, en versets, même aussi il y a une poésie en prose. Mais le plus important est que la poésie est un genre, le roman est un autre genre. Bien que les thèmes sont les mêmes, mémotechnique, il se rappelle, il nous permet aussi de montrer que le Sénégal en général, en particulier l'Afrique en général, a une culture qui peut rivaliser avec les autres cultures. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais la leçon porte sur le roman. Au bac, tu vois ça. Tu donnes un sujet de roman. Les élèves vous amènent des citations en poésie. Les élèves vous amènent des œuvres théâtrales. Ça, c'est à éviter.
C'est à éviter. Parce que tout simplement, si on vous avait demandé de cuisiner du riz au poisson, pour les Sénégalais qui connaissent bien le riz au poisson, est-ce qu'on a besoin du lait? Je pense que non. Alors, convoquer un poème de Senghor dans un sujet de roman, c'est mettre du lait dans du riz au poisson. Pour un peu taquiner ami Diop Faye. D'accord, merci, monsieur. Merci, ami. Voilà. Donc, je prends aussi Ndaï Diakher. Non, on l'a déjà fait. Je pense que c'est Mbalo, Fatou Diop Mbalo. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît. Il faut revenir sur la fonction satirique. On écrit satirique, hein? Satirique. Satirique, c'est faire la satire. La satire, c'est quoi? Quand on parle de la satire s'écrit avec Satire. La satire, c'est la critique. Quand l'auteur fait une satire, il fait une critique. Il critique tous les maux de la société. C'est ça qu'on appelle la fonction satirique. Il dénonce, après avoir vu les mots, après avoir étudié, après avoir exploré les mots, il fait une critique, il les dénonce. C'est ça qu'on appelle la fonction satirique. Beaucoup de romanciers ont expérimenté cette fonction-là. Beaucoup de romanciers. Tout à l'heure, j'ai cité Une vie de boy de Ferdinand Oyono. C'est un roman très satirique. C'est un roman qui revient sur des faits marquants de la société après les indépendances et que Ferdinand Oyono voit vraiment des manquements qu'il faut dénoncer, comme le fait que l'exploitation du blanc, l'exploitation du noir par les blancs, ça c'est un fait réel qu'il faut dénoncer, qu'il faut critiquer. Et le jeune Tundi Joseph en a fait les frais. Parce que croyant qu'une fois chez les Blancs, il va vivre une vie paisible, il va être au-dessus de tous les Noirs, c'était vraiment sans compter avec le comportement de ces Blancs-là qui n'ont pas de foi par rapport à leur relation avec les hommes noirs. Ça donc, c'est une manière de dénoncer tous les abus, tous les travers de la société à travers une écriture virulente, une écriture acerbe. C'est ça qu'on appelle la fonction satirique. Voilà, donc je pense que si vous êtes ami, ou bien tu n'as pas posé de question. Voilà, donc pour dire que la fonction satirique, alors il y a Fatima Fall qui a levé la main. Fatima, si tu veux poser une question. Alors, donc, beaucoup d'élèves ont du mal à comprendre. Monsieur, oui, bon, je voulais demander, on a remarqué que dans les différents genres littéraires comme le roman, la poésie et la théâtre, euh, on rencontre des fonctions qui se retrouvent dans les trois genres littéraires, comme la fonction évasive, par exemple, des fonctions qu'on retrouve dans le roman et la poésie, par exemple. Donc, dans les sujets de dissertation, comment faire pour ne pas mélanger ce que vous expliquez tout à l'heure, pour ne pas mélanger les genres littéraires? Ou bien, si on donne un sujet, on va énoncer la poésie dedans ou le roman pour que l'élève s'oriente un peu pour comprendre que là, dans ce sujet, on parle du roman, pas du théâtre, non plus de la poésie, pour ne pas mélanger les genres Merci, littéraires. merci, merci beaucoup Fatima Fall. Quand on parle de roman, poésie, théâtre, tu as parfaitement raison et la question, elle est pertinente, Fatima. Vous savez, au bac, soit on vous donne un sujet sur le roman, on écrit roman, ou on écrit l'œuvre romanesque, ou on écrit le romancier. Donc, l'élève sait que le sujet porte sur le roman. Si on a la poésie, on vous dit la poésie réellement, ou bien le genre poétique, ou bien on vous dit le poète, ou bien on vous dit le poème. Donc là, vous savez que le sujet porte sur la poésie. Le théâtre aussi, on peut vous dire le théâtre, ou bien le dramaturge, celui qui écrit le théâtre, ou bien l'art théâtral, donc le sujet porte sur le théâtre. Donc réellement, quand vous aurez un sujet sur les trois genres, ça va être réel, ça va être quelque chose de vécu, c'est-à-dire de vu. On vous cite nommément le genre, soit roman, soit poésie, soit théâtre. Maintenant, on peut vous donner aussi un sujet sur la littérature en général. Dans ce cas, on peut dire la lecture, on peut dire le livre, on peut dire lire, on peut dire l'écriture, on peut dire l'écrivain. Là, c'est un terme générique qui englobe plusieurs sens. Comme si on vous dit fruit, c'est la littérature. Mangue peut être roman.
Pomme peut être poésie. Non, ne pense donc pas qu'il n'y a que orange qui est fruit. Donc, fruit, c'est la littérature en général. Là, donc, quand on vous dit la littérature, là, l'élève est libre dans ses exemples de choisir n'importe quel genre littéraire. Donc, ça, je pense que c'est clair, Fatima. D'accord, monsieur, si on dit la littérature en général, c'est pas nécessaire qu'on évoque tous les genres littéraires. On prend qu'un seul genre, comme si le roman ou la poésie ou... Voilà. Donc, quand on vous pose une question sur la littérature en général, vous pouvez parler de l'écrivain, de manière générale. Mais dans les exemples, vous pouvez prendre un exemple de roman, vous pouvez prendre un exemple de poésie, comme l'a fait tout à l'heure Ami. Elle peut convoquer Senghor dans Joal, parce que tout simplement, ce n'est plus un roman, mais c'est de la littérature, c'est de l'écriture. Donc, Joal aussi peut bel et bien parler de la fonction mnémotechnique. Donc, dans ce cas, vous pouvez convoquer n'importe quel genre littéraire. La seule chose qu'on interdit aux élèves, c'est qu'on vous donne un sujet sur la littérature, vous ne parlez que de roman. Dans ce cas, on vous dit fruit, toi tu ne parles que de mangue. Alors que fruit, il y a mangue, mais il y a orange, il y a autre chose. Oui, donc on vous donne un sujet sur la littérature, vous pouvez prendre des exemples de romans, de poésie, de théâtre. Maintenant, quand on vous donne un sujet sur le roman seulement, tu es obligé de citer que des romans. On vous donne un sujet sur la poésie, tu es obligé de donner des exemples que de la poésie. On vous donne un sujet sur le théâtre, tu es obligé de donner des exemples que sur le théâtre. Mais on vous donne un sujet sur la littérature. Là, tu es obligé, tu es libre, voyez, de choisir soit le roman, soit la poésie, soit le théâtre. Mais la seule différence, c'est qu'on donne un sujet aux élèves, la littérature, ils définissent le roman. Ils écrivent le roman, jusqu'à la fin, il n'y a que le roman. Donc, dans ce cas, toi, tu ne traites pas la littérature, tu as traité le roman, alors qu'on vous a demandé de traiter la littérature. C'est la seule différence. Mais quand on dit roman, là, donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir les œuvres qui sont romanesques, vous les classez. Les œuvres qui sont poétiques, vous les classez. Les œuvres qui sont théâtrales, vous les classez. À partir de ce moment, moi, j'ai cité presque 8 œuvres ici dans mon cours. Si vous avez le cours, toutes les 8 œuvres, vous pouvez les consigner quelque part, savoir que c'est des œuvres romanesques. Après avoir fait un cours sur la poésie, tous les recueils poétiques que vous avez, vous les classez d'une part. Toutes les pièces de théâtre que vous avez aussi, vous les classez, toutes les œuvres théâtrales que vous avez, vous les classez quelque part. Là, donc, ça vous permet de ne pas mélanger quand vous avez un sujet sur le roman, soit sur la poésie, soit sur le théâtre. Merci. Je prends aussi une autre question pertinente, celle de Modou Cham. Quel est le rôle du narrateur dans le roman? Là, c'est une question aussi excellente. Le narrateur, vous savez, c'est lui qui raconte l'histoire. Le romancier, c'est celui qui écrit l'histoire. Ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un écrit l'histoire, il est un écrivain. Le narrateur, lui, il raconte l'histoire. Il peut être un personnage. Il peut être comme ce qu'on appelle, ça je pense que c'est une autre leçon qu'on va faire, les focalisations. Il y a 3 formes de focalisation qui existent. Focalisation interne, focalisation externe et focalisation zéro. Quand le narrateur fait ce qu'on appelle une focalisation zéro, c'est parce que celui qui raconte l'histoire est comme Dieu avec ses créatures. Il connaît même leurs pensées. Il connaît même leur manière de voir et de faire. Là, on appelle ça le point de vue omniscient, où l'écrivain connaît même le rêve de ses personnages. Donc, la différence entre le narrateur et l'écrivain, c'est parce que le romancier, il est écrivain, tandis que le narrateur raconte l'histoire. Par exemple, l'exemple patent que je vais vous donner, c'est une seule longue lettre. La romancière, c'est Mariamaba. La narratrice, c'est Ramatoulaye. C'est Ramatoulaye qui prend la plume qui écrit à Aïssatou. Et cette lettre que Ramatoulaye avait adressée à Aïssatou devient une longue lettre, finalement, qui atterrit entre les mains de tous les lecteurs et ça devient un roman. C'est ça qu'on appelle un roman épistolaire. Quand Ramatoulaye disait Aïssatou, en guise de réponse, j'ouvre ce cahier point d'appui dans mon désarroi, elle s'adressait à Aïssatou, mais au-delà de Aïssatou, c'est tous les lecteurs. Donc la narratrice, c'est Ramatoulaye, mais la romancière, c'est Mariamaba. Il y a aussi une autre question. Monsieur, qui est Amadou Kourouma? Donc Amadou Kourouma, c'est un écrivain africain, contemporain, qui a traité des thèmes vraiment essentiels. Il a écrit beaucoup d'œuvres. On peut en citer Les Soleils des Indépendances. On peut en citer Monnaie, outrage et défi. On peut en citer Allah n'est pas obligé. On peut en citer en attendant le vote des bêtes sauvages. Voilà les 4 chefs-d'œuvre que Amadou Kourouma a écrits. Amadou Kourouma était élève turbulent,
parce que tout simplement, il dénonçait beaucoup de choses. Donc, dès son bas âge, il a été quelqu'un qui disait non. D'ailleurs, il a connu l'exil. Il a connu vraiment, il a joué aussi beaucoup de rôles dans son pays. Pour dire que Amadou Kourouma a été un être social, comme on l'avait dit, un être engagé. Et dans Allah n'est pas obligé. Dans Monnaie, outrage et défi surtout, il a employé des termes malinqués. Si vous lisez monnaie, outrage et défi, le premier mot monnaie, tu vas regarder tous les dictionnaires français, tu ne vas pas voir le mot monnaie. Parce que c'est un mot malinqué. Il disait, je pense à malinqué et j'écris en français. Et c'est ça qui fait qu'il y avait un article écrit par Mongo Betty, Amadou Kourouma le nulard. Parce que pour lui, Amadou Kourouma, il est nul, alors que Amadou Kourouma l'a fait exprès. Il a écrit à partir de sa langue maternelle, il transcrit. C'est ce qu'on appelle, il transcrit de sa langue maternelle vers le français. Et tout le monde sait que toute traduction est trahison. Alors, Amadou Kourouma, il écrit comme ça. Il pense en malinqué, il écrit en français. Dans le roman Les Soleils des Indépendances, vous allez voir des termes comme mon ventre court. Mon ventre court, en Wolof, tout le monde sait ce que ça signifie. Et en malinqué, c'est la même chose. Et là, il impose aux Blancs de se rapprocher de nos langues pour comprendre l'œuvre. C'est pourquoi Les Soleils des Indépendances n'a pas été publié pour la première fois en France. Parce que les Français ont dit que ça, c'est un langage ordurier. Mais ils n'ont pas compris ce que Amadou Kourouma voulait faire comprendre aux gens. Il voulait leur faire comprendre que nous avons nos langues qui peuvent rivaliser avec vos langues. Alors donc, il faut que nous, Africains, nous, écrivains, nous pensons dans nos langues nationales pour écrire dans le français que vous connaissez bien. Il y a aussi Aïcha Bari qui lève la main. Je voulais juste poser une question. Oui, Aïcha. Dans l'œuvre de Mariama Ba, une si longue lettre. Oui, parle un peu fort encore. Dans l'œuvre de Mariama Ba, une si longue Voilà. lettre. Oui, Elle a dénoncé là-bas la polygamie, oui, le levirat oui, et le mutisme. oui. Je voulais juste savoir si cette œuvre peut être un titre illustratif dans la fonction miroir. Merci, merci Aïcha. C'est une question pertinente aussi. Effectivement, Mariam Abba a évoqué dans une si longue lettre plusieurs thèmes. La polygamie, effectivement. Et la polygamie est visible avec l'histoire de Tamsir Fall. Tamsir Fall qui avait déjà 2 femmes et qui voulait avoir la main de Ramatoulaye après sa période de réclusion qu'on appelle le veuvage. Alors, Tamsir dit à Ramatoulaye, Ramatoulaye, tu es ma chance pour que cette dernière soit sa 3e épouse. Alors Ramatoulaye a refusé catégoriquement parce qu'elle ne veut pas être la 3e dans une famille gangrénée par la pauvreté. Donc elle dit niet. Donc la polygamie est traitée là-bas. Le levira aussi, c'est l'exemple de Tamsir et Ramatoulaye. Parce que c'est ça le levira. Alors, il y a aussi un autre problème, le problème de caste. J'ai cité Aïssatou. J'ai cité Aïssatou, qui aussi, elle, est victime de sa race, victime de sa caste. Elle est bijoutière et s'est mariée avec Maodo Ba, l'ami de Moudou Fall. Mais Maodo aussi est issu d'une famille princière des guerriers du Sine, de Diakhao. Et là, donc, sa mère ne pouvait pas concevoir que son fils soit marié à une bijoutière. Voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Les autres, si vous avez des questions, qui a levé aussi la main. Insa. Oui, Insa. Oui, Insa, tu as la parole. Monsieur, vous avez juste un problème de micro. Ok, Insa. Il n'y a pas de problème, tu peux Euh, parler. la fille qui est passée a dit que l'œuvre de Mariamba englobe plusieurs thèmes. Mhm. Est-ce qu'une œuvre qui englobe plusieurs thèmes de César peut englober aussi plusieurs fonctions? Effectivement, dans une œuvre, on peut voir au moins quelques fonctions les mêmes. Comme par exemple, dans une si longue lettre, on a la fonction miroir et la fonction satirique. Et même la fonction didactique. On peut avoir dans une œuvre plusieurs fonctions, effectivement. Parce que ça dépend des thèmes. Parfois, on dénonce et on donne des arguments pour justifier ce qu'on a dit. Dans ce cas, le romancier fait d'abord une observation de la société. Il peut
critiquer, il peut aussi enseigner. Donc ça dépend de l'objectif. Par exemple, si on prend l'œuvre Une si longue lettre, on a presque trois fonctions dans la même œuvre. D'abord, il y a une photocopie de la société sénégalaise. Ensuite, elle a dénoncé certaines pratiques. Et enfin, elle a enseigné aussi, surtout avec le trio Aram Yassine et Djainaba, lorsqu'elles étaient dans une situation où elles étaient presque émancipées au sens européen du terme, où elles pratiquaient certaines choses vraiment peu orthodoxes. Dans ce cas, Mariam Abba voulait montrer que quand vous avez une famille polygame, la plupart du temps, vous ne pouvez pas gérer l'éducation de tout le monde. Nous avons aussi des questions via Facebook parce que l'émission aussi est suivie par beaucoup de Sénégalais. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gamou Ndiaye Diouf. Il a demandé est-ce qu'il y a aussi Mbam dictateur de Cheikh Aliou Ndao dans les romans de contestation. Effectivement, Mbam dictateur. Rien que l'évocation du titre Mbam dictateur, Cheikh Aliou Ndao voulait nous montrer comment la société était dirigée par des gens qui étaient avides de pouvoir et voulaient tout pour accéder au pouvoir et surtout se maintenir au pouvoir. Et tous les moyens étaient bons pour y rester. Donc, quand on prend le titre Mbam, dictateur, en Wolof, c'est Mbam, ça signifie âne en français, l'âne. Comment on peut comparer une personne à un âne? C'est parce que ce n'est pas la personne, mais c'est les qualités de la personne. Une personne qui foule aux pieds tout ce que la personne a comme dignité, tout ce que le peuple a comme dignité, lui, il foule ça de ses pieds, c'est parce qu'il n'a aucun respect pour son peuple, aucun respect pour sa nation, et là donc c'est un dictateur hors pair. Alors Cheikh Aliou Ndao a voulu montrer ça dans son œuvre, un Mbam dictateur, pour montrer que après les indépendances, il y a beaucoup de dirigeants africains qui n'étaient pas vraiment ce qu'on attendait d'eux. Parce que nous croyions qu'après les indépendances, nous allons vivre comme être indépendants au sens large. Alors qu'après les indépendances, il y a beaucoup de pays qui ont connu la dictature au sens étymologique du terme. Dictature pure et dure, parce qu'ils n'hésitaient pas à tuer pour se maintenir au pouvoir. Ils n'hésitaient pas à corrompre pour se maintenir au pouvoir. Et tous les moyens étaient bons pour se maintenir au pouvoir. Donc, Mbam Dictateur est bel et bien une œuvre qui conteste la manière dont les gens dirigent les compatriotes. On salue aussi la présence sur Facebook de Elhaj Abdoulaye Kamara, qui est professeur de français depuis Kungel. Merci, professeur. Donc, il y a une autre question, celle de Amidjo Faye. Monsieur, à la fin, est-ce que vous pouvez nous partager quelques citations si possible? Effectivement, je vais revenir sur beaucoup de citations si vous voulez, là, mais j'ai un exercice à vous proposer avant. Voilà, l'exercice après, je vous propose quelques citations parce qu'après l'exercice, nous allons revenir sur beaucoup de citations pour vous permettre d'étayer les argumentations. Parce qu'en dissertation, après avoir fait une bonne introduction, un développement exemplaire, il nous faut faire ce qu'on appelle le respect du schéma argumentatif. Donc, j'ai ici 5 citations. Je vous donne 5 minutes pour faire cet exercice-là. Lisez ces citations et indiquez la fonction qu'elles mettent en exergue. Première citation. Avant d'être une fable, un document, un passe-temps ou une simulation du vrai, le roman est avant tout une leçon de conduite. C'est celle de Claude Roy. Deuxième citation. Lorsque le romancier laisse imprimer le mot roman sur la couverture de son livre, il prend l'engagement de distraire. Ça, c'est Kleber Heidens. Troisième citation. Le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. Julien Green. Quatrième citation. Les livres sont des miroirs. On n'y voit que ce qu'on a déjà en soi. Marcel Proust. Cinquième citation. Les romans sont l'histoire privée d'une des nations. Honoré de Balzac. Mais aussi, si vous voulez prendre aussi la parole jusqu'à présent, vous pouvez lever la main. En attendant, aussi, vous faites l'exercice des 5 citations et vous allez me donner la fonction qu'elles mettent en exergue. Donc, il y a Gamou Ndiaye Diouf qui a levé la main. Gamou, tu as la parole. Oui, pour la question numéro 1, avant d'être une fable, un document, un passe-temps ou une simulation du vrai, le roman est avant tout une leçon de conduite, selon Claude Roy. C'est la fonction didactique. C'est la fonction Didactique. didactique. Oui, Oui, effectivement, c'est la fonction didactique. Donc, ça renvoie à la fonction didactique. didactique. Pourquoi tu le dis? Parce que
selon Claude Roy, invite le romancier à, comment dirais-je, à instruire et à donner une leçon de conduite dans les romans. Effectivement. Donc, vous êtes d'accord avec Gamou? Il a parfaitement raison quand il dit le roman n'est pas fable, n'est pas document, n'est pas passe-temps, n'est pas simulation du vrai, mais le roman est avant tout. C'est ce avant tout-là qui vous permet de voir la véritable mission du romancier. Elle est d'abord didactique, donc elle est une leçon de conduite. Donc le roman est une leçon de conduite, ça renvoie à la fonction didactique. Merci Gamou de nous suivre vraiment avec attention et c'est comme ça. Donc la première citation de Claude Roy, on nous parle de, avant d'être une fable, un document, un passe-temps ou une simulation du vrai, le roman est avant tout une leçon de conduite. Donc celle ou celui qui demandait une citation, voilà une d'abord. Prenez ça. Donc il y a une autre question via Facebook. Euh, un spectateur anonyme qui demande, dans une si longue lettre, elle évoque aussi une valeur naturelle et sociale étant l'amitié. Absolument. L'amitié, d'ailleurs, est au début et à la fin de l'œuvre une si longue lettre. Donc, au-delà d'une critique acerbe, Ramatoulaye revient aussi sur un fait essentiel, c'est l'amitié. Entre Modou Fall et Maudo, entre Ramatoulaye et Aïssa, mais aussi elle est au début et à la fin. Pourquoi à la fin? Si vous vous rappelez d'une si longue lettre, la fin coïncide avec le retour d'Aïssatou de son voyage et surtout aussi avec la fin du veuvage de Ramatoulaye et de tous ces problèmes. Et là, on va voir que les deux ont presque un destin commun. Alors, dès les premières pages d'une si longue lettre, Mariam Abba revient sur ça en se rappelant des faits passés dans leur jeunesse entre Ramatoulaye et Aïssatou. Maoudoba aussi, leur compagnonnage avec Moudou. De la même manière, euh, c'est toute une panoplie de critères renvoyant à l'amitié et qui est sincère. Mais aussi, il y a une certaine amitié aussi qui n'est pas sincère. C'est entre Daba et la petite Nabou, qui a finalement accepté de se marier avec le père de Daba, estimant que c'était son ami. Et à la plupart du temps, rappelez-vous ce que la petite Nabou disait à Daba. Lorsqu'elle disait à Daba, aujourd'hui j'ai un vieux. Et le vieux là n'était rien d'autre que le père de Daba. C'est pourquoi, après avoir su l'histoire, Daba a rompu tout avec sa soi-disant amie, parce que tout simplement, elle n'est pas réellement amie, parce qu'elle a profité de l'opulence de son père pour essayer de s'immiscer dans sa vie privée et de doter à sa mère Ramatoulaye tout son bonheur. Là, donc, une amie ne fait jamais ça. Là, donc, l'amitié est au début à la fin de l'œuvre. Effectivement, les spectateurs anonymes, tu as parfaitement raison. Il y a une autre question. Bonjour, monsieur. On peut illustrer Batouala de René Maran dans la fonction satirique. Effectivement, Batouala de René Maran est considéré comme le premier véritable roman nègre, écrit en 1921. Alors, Batouala dénonce la manière dont les Blancs traitaient les Noirs en Ubangui-Chari. C'est l'actuel Centrafrique. Dans ce pays-là, les Noirs étaient subis à des travaux pénibles. Et en retour, on les donnait absolument rien. Alors Batouala fustige, il dit, je ne me lasserai jamais de dire la méchanceté des Blancs. Jusqu'à mon dernier souffle, je leur reprocherai leur rapacité et leur duplicité, c'est-à-dire le blanc est un rapace. Pourquoi? Parce qu'il est mieux que par ses intérêts crypto-personnels. Donc effectivement, Batouala est une œuvre critique. Et pourtant, c'est dans la première période. C'est ce qui fait que ceux qui enseignent aussi doivent enseigner ça aux élèves. 1921, nous sommes dans la première période, où beaucoup de romans montraient que le blanc était bien, comme dans Force Bonté de Bakary Diallo, Les Trois Volontés de Malik de Amadou Mapate Diagne. Il y a aussi Karim de Sossé qui reconnaît implicitement la supériorité de la culture occidentale sur celle saint-louisienne et sénégalaise. Mais il y a aussi Batouala, qui a été un intrus, un roman qui a fustigé, qui a dénoncé la manière dont les Noirs étaient traités à Lubangui-Chari. Et Lubangui-Chari, c'est l'actuel Centrafrique. Voilà, selon Catherine QC, je ne conçois la littérature que comme l'énoncé de la vérité. Sinon, ce n'est pas la peine d'écrire.
est-ce qu'on peut montrer la fonction miroir sur cette citation? Effectivement, tu as parfaitement raison. Donc, cette citation-là fait partie des citations qui montrent que le romancier, quand il prend sa plume, il montre les réalités sociales. Le romancier n'a pas besoin de nous divertir, n'a pas besoin de nous faire évader. Le romancier, sa seule fonction, c'est de nous montrer les réalités crues, les réalités vécues dans la société d'une manière générale. Effectivement, tu as parfaitement raison. Donc, on revient sur l'exercice. Le deuxième point qui peut répondre à la deuxième question, lorsque le romancier laisse imprimer le mot roman sur la couverture de son livre, il prend l'engagement de distraire. Qui est l'auteur de ce... l'auteur, c'est Kleber Heidens. Mais ça porte sur quelle euh, fonction? Il y a Ndaï Diakher qui a levé sa main. Bonjour. Oui, bonjour Ndaï. C'est une fonction évasive. Très bien. Donc là, c'est l'évasion. Effectivement, nous sommes dans la partie évasion. Donc, l'écrivain nous parle de l'évasion. Pourquoi tu le dis? Ndaï revient, oui. Pourquoi vous dites que ça porte sur l'évasion? Parce que il dénonce que le roman est une fenêtre que le lecteur emprunte pour échapper aux grisailles de la... Oui, très bien. Donc, Kleber Heidens a parlé de lorsque le romancier laisse imprimer le mot roman sur la couverture de son livre, il prend l'engagement de distraire. D'ailleurs, il ne s'arrête pas là-bas. Il dit s'il invite à penser ou à réfléchir, il est poète ou philosophe, mais il n'est pas romancier. Lui, il devient catégorique, Kleber Heidens. Il ne donne au roman qu'une seule fonction, c'est la fonction évasive. Tant que le romancier ne fait pas de fonction évasive, il est poète ou philosophe, mais il n'est pas romancier. Merci, merci Ndeye. Donc, la troisième question, le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. Ça porte sur quelle fonction? Oui, il y a Marie Manet qui a levé la main. Marie, tu as la parole. Bonjour. Bonjour Marie. Oui, je pense que ça porte sur la fonction évasive. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. Par laquelle? Par laquelle on s'évade. Oui, Le mot s'évader, oui. ça renvoie à l'évasion, d'où la fonction évasive. Ça renvoie? À l'évasion, d'où la fonction évasive. Quel mot renvoie à évasion? S'évade, Évader. Et oui, l'évader, c'est quoi? Quand on parle d'évader, qu'est-ce qu'on oui. veut montrer? Le fait de voyager, Très bien. Le fait de voyager, le fait de se soulager, le fait d'aller découvrir d'autres, d'autres univers. Voyez, c'est ça qu'on appelle évasion. Mais pourquoi ici on n'a pas le mot roman et pourtant on a le mot le livre? Le livre renvoie au roman, hein? Vous êtes d'accord? Voilà, très bien. La quatrième question, si on n'a pas de questions dans Facebook ou autre, donc on va essayer de continuer avec la quatrième question. Les livres sont des miroirs, deux points. On y voit que ce qu'on a déjà en soi. Marcel, oui. Essa Sadio, tu as la parole. C'est la fonction miroir. C'est la fonction miroir. Miroir. Oui, pourquoi tu le dis? Parce qu'ici, Marcel Proust montre que là, le roman fait dévoiler ce que cache la société, quoi. Ah, effectivement. Donc, ceci aussi me permet de revenir sur un fait qui n'a pas été évoqué. C'est le roman qui trouve son essence, sa source dans la vie personnelle de l'auteur. C'est une réalité aussi. Je ne l'ai pas évoqué tantôt parce que ça fait partie des types de romans qu'on appelle le roman autobiographique. Quand Montaigne nous disait lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre, qu'est-ce que cela signifie? Que l'écriture n'est pas une invention. La source d'écriture est toujours la vie intime de son auteur. C'est ce que dit Montaigne. Lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ça dit, ce qu'il écrit n'a pas été inventé. L'exemple que je donne, et qui est toujours une actualité, c'est l'exemple de Fatou, de Ken Bougoul, qu'on appelle le baobab. Là, vraiment, je voulais attirer votre attention sur ça, cette œuvre-là, le baobab fou de Ken Bougoul. On parle de Ken Bougoul, les Sénégalais, d'une manière générale,
peuvent savoir que ce nom-là est attribué à beaucoup de gens qui ont connu un passé avec leur maman, surtout du point de vue de de la naissance et autres des enfants, c'est-à-dire des femmes qui ne pouvaient pas concevoir. On parle de Ken Bougoul, on peut parler de Sen. Il y a beaucoup de mots qui renvoient à des termes africains sénégalais qui montrent que la femme a donné naissance à des enfants qui ont la plupart du temps perdu la vie. Alors, dans le Babafou, Ken Bougoul revient sur sa vie personnelle. C'est comme dans l'œuvre de Kamara Lai que j'ai cité tantôt, L'enfant noir. L'histoire, c'est sa propre. Alors, quand on dit, on y voit que ce qu'on a déjà en soi, là aussi, ça retrace une autobiographie. Et l'autobiographie, c'est quoi? C'est quand l'auteur prend sa source dans sa vie intime, dans sa vie personnelle. C'est ça qu'on appelle miroir. Merci, merci Insa. Tu as parfaitement raison. Voilà, dernière question. Les romans sont l'histoire privée des nations. On donne la parole. Donc, on va donner la parole à Rokhaya Ndiaye. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais vous demander des questions sur la fonction miroir. J'ai du mal à comprendre. Oui, vous avez la parole. Oui, vous Rokhaya. avez la parole. En fait, j'ai du mal à comprendre la fonction miroir. OK. Donc, quand on parle de la fonction miroir, c'est que l'écrivain, il reflète les réalités sociales. Il n'invente pas une histoire, il ne crée pas un autre cadre, il s'appuie sur du réel, il appuie sur du vécu pour écrire son œuvre. Dans ce cas, il joue une fonction miroir de la société. Le romancier, donc le roman apparaît comme un miroir. Et tout ce que la société a vécu est consigné dans cette œuvre-là. Donc là, le romancier est un témoin, est un observateur, est comme un journaliste qui doit faire un compte-rendu, un procès verbal. Ce qui fait que son histoire est un fait réel et un fait vécu, s'appuie sur ce que la société vit d'une manière générale. C'est ça qu'on appelle fait miroir. Maintenant, quand il prolonge cette fonction-là jusqu'à dénoncer, c'est ça qu'on appelle critique, c'est ça qu'on appelle satirique. Voilà. Donc, je reviens un peu sur une erreur que M. Diak a vue. Merci beaucoup, M. Diak. C'est la petite Bintou qui est l'amie de Daba. Ce n'est pas la petite Nabou. La petite Nabou était la deuxième femme de Maodoba. Merci, M. Diak, professeur. Donc, la parole à Tamsir Malik Kébé. Tamsir Malik Kébé, tu as la parole. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Tamsir. Pour la question numéro 5, les romans sont l'histoire privée des nations. C'est la fonction minotechnique Merci. Pourquoi tu le dis? parce que ça chante les, Oui. ça chante les performances héroïques de la nation. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Notre-Dame de Victor Hugo. Notre-Dame de Paris. Oui. Oui, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Voilà, et tu as une autre histoire, une autre œuvre. C'est bon, Tamsir, merci beaucoup. Ça suffit parce que tu as donné une œuvre qu'on appelle Notre-Dame de Paris. Effectivement, c'est une histoire qui s'est passée à Paris, effectivement, dans le Paris médiéval, là, qui raconte vraiment une histoire qui est d'ailleurs à l'âge et une tragédie sur la fatalité. Donc, histoire de revenir un peu sur quelques faits historiques en France. Effectivement, il y a aussi, comme je l'ai rappelé tantôt, les bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane peut être aussi considéré comme un roman historique dans lequel Sembène Ousmane revient sur la grève des cheminots du Dakar-Niger et surtout la marche des femmes de Thiès à Dakar. Ça peut être considéré comme une histoire qu'on ne doit pas oublier. Il y a aussi Camp de Tcharoy de Sembène Ousmane lui-même qui a écrit Camp de Tcharoy pour nous rappeler un peu ce massacre-là des tirailleurs sénégalais après avoir libéré la France des mains d'Hitler. Ça, je pense que c'est des œuvres historiques qu'on appelle œuvres mnémotechniques. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il y a aussi Serigne Maké qui a encore levé la main. Serigne Maké, il faut parler très fort. Comme ça, on va vous écouter et vous répondre. Prophétique ou mystique du roman. Mystique. Oui, ça, c'est un domaine beaucoup plus réservé à la poésie. La fonction prophétique et mystique ou divine
est beaucoup plus réservé à la poésie où le poète reçoit un don de Dieu, il est inspiré par les muses, il détient une formule qui ne vient pas ex nihilo, il est une personne qui est informée, comme l'avait dit Hugo, Dieu parle à voix basse à mon âme. Là, on parle de la fonction prophétique, ça c'est beaucoup plus dans la poésie. Mais dans le roman, on peut parler de la fonction qui est beaucoup plus autobiographique, où l'écrivain est un être qui prend sa source de sa vie intime. Il peut être influencé, il peut être dans une quête de muse, mais c'est beaucoup plus en poésie. Parce que dans la littérature, chaque genre littéraire a sa particularité. Comme le théâtre, par exemple. Le théâtre, nous allons voir qu'il y a un mimésis qui n'existe pas trop dans le roman ou dans la poésie. Donc, chaque genre littéraire a une particularité qui est propre. Bien que on peut trouver des romans qui sont inspirés par une muse, par autre chose, mais la plupart du temps, du point de vue général, du point de vue global, le roman est beaucoup plus centré dans l'aspect social, dans l'aspect réaliste et surtout dans une évasion qui est née. Donc, on revient sur une autre question de Tamsir Malik Kébé lui-même, qui a dit les confessions de Jean-Jacques Rousseau, c'est quelle façon de roman? C'est un roman autobiographique. Quand on parle de confession, c'est comme Ken Bougoul dans le Baba Fou. C'est comme la confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. C'est comme L'Enfant noir de Kamara Lai. C'est des romans qui retracent la vie personnelle de son auteur. Et comme Montaigne l'a dit, lecteur sur moi-même la matière de mon livre, à partir de ce moment, on peut comprendre que c'est une œuvre autobiographique. Et auto renvoie au jeu, le JE, pour montrer que l'écrivain n'invente pas son histoire, l'histoire est vécue, c'est sa vie intime qu'il essaie de retracer, il fait une confession. Et nos parents chrétiens savent ce que ça veut dire confession. Quand on dit confession, on se rend à l'église et on voit l'homme d'église et essayer de lui dire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dans le cœur et qu'on n'a pas quelqu'un à qui avec qui se partager ça. Là, c'est la confession. Donc aussi, l'écriture aussi, c'est comme ça. Mariam Abba, dans Ici l'onglet, qu'est-ce qu'il dit? La confidence noie la douleur. Parce que tout simplement, si vous vous confiez, vous avez dissipé un peu le mal qui vous ronge. Le fardeau s'en va. C'est ça qu'on appelle la confession. Et Jean-Jacques Rousseau a fait ça au XVIIIe siècle en écrivant les. Monsieur, pour l'exercice, on peut aussi faire les types de romans aussi. Oui, je n'ai pas voulu trop vous surcharger, mais je pourrais aussi revenir sur les types de romans. Effectivement, comme vous dites, il y a énormément de romans, d'ailleurs évoqués tantôt. Il y a des romans épistolaires écrits sous forme de lettres, il y a des romans historiques qui retracent l'histoire, il y a des romans qui sont d'aventure, où l'auteur est soumis à un voyage initiatique et il revient pour la plupart du temps ragaillardi par un capital d'expérience et soit il est sanctionné, soit il est récompensé. L'exemple patent, c'est l'exemple de Maïmouna de Abdoulaye Sadji ou bien Karim de Sosé, mais aussi l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, où le héros Samba Diallo quitte son Fouta natal pour aller en France et quand il revient, il a presque connu une acculturation qui a fait qu'il a tout perdu presque et à la fin, il sera tué par un fou. C'est ça qu'on appelle la fonction, le roman historique. Il y a énormément de romans. Je pense que ce n'est pas le but de la leçon, mais aujourd'hui, on devait revenir seulement sur les fonctions du roman. Mais effectivement, il y a beaucoup de romans qui peuvent être, il y a des romans policiers où on parle d'enquête, comme le roman Le crime de, comment ça s'appelle encore, Agatha Christie. Hein, le crime de l'Orient Express. C'est un roman écrit par Agatha Christie qui revient sur une enquête où le romancier est considéré et comparé comme un inspecteur qui doit faire une enquête afin d'apporter des preuves tangibles avant de condamner qui que ce soit. Là, on appelle ça le roman policier. Il y a les romans de science où le romancier crée un univers, un cadre, un espace-temps qui lui est propre et la plupart du temps, les êtres sont des êtres surnaturels comme la planète des singes, ou bien le tour du monde en 80 jours, ou bien même Alice au pays des merveilles. C'est des romans qu'on appelle des romans de science-fiction. Donc, il y a énormément de romans qu'on peut évoquer, mais comme aujourd'hui, on avait l'obligation de revenir un peu sur les fonctions du roman, brièvement, j'ai ramassé ces 5 fonctions-là qui peuvent aussi vraiment être revues, hein, parce qu'en littérature, il faut savoir que quand on nous donne un sujet de dissertation, la plupart du temps, on dit la dissertation est une réponse personnelle.
Il y a des gens qui pensent que on peut faire, si tu ne dis pas ça, tu as fait. Oh, non, non, non. L'essentiel, c'est de convaincre. Une dissertation, c'est un texte argumentatif où, le candidat, comme vous êtes des candidats au bac, le candidat, il est obligé de convaincre ce correcteur. Parce que les notes sont là, mais il faut les acheter. On achète les notes par une argumentation fiable, convaincante, qui permet de l'introduction à la conclusion de convaincre son correcteur. C'est ça qu'on appelle un texte argumentatif. Il y a aussi une autre question. Les grands romanciers ne sont pas les transcripteurs du monde. Ils en sont les rivaux. Est-ce que ce cadre est suffisant pour définir le roman? Oui, c'est une définition parmi tant d'autres. J'ai dit que la définition qu'on donne au roman, c'est plus à titre indicatif. Parce que le roman est un genre très libéral. Et comme est un genre très libéral, même dans les leçons, moi je dis il faut faire essai de définition. Parce qu'il y a énormément de définitions du roman. Parce que certains voient le roman comme miroir. D'autres voient le roman comme évasion. D'autres voient le roman comme autre chose. Donc, une définition dépend de celui qui fait la définition. Donc, la définition, elle est là, mais elle ne montre pas toute la complexité du genre romanesque. Mais elle prend en compte une partie du roman. Donc, effectivement, on peut prendre ça comme une définition. Donc, s'il n'y a pas de questions, chers élèves, on va faire un bref rappel de tout ce qu'on a vu depuis 13 heures pour rafraîchir un peu vos mémoires afin d'avoir la même conception et la même connaissance du roman. Donc le roman, comme on l'avait dit, c'est un genre littéraire qui a traversé l'histoire, comme je l'ai dit. Donc, il y a énormément de romans africains, des romans aussi français. Et là, comme nous, c'est les deux littératures qu'on voit à l'école, littérature française, littérature africaine. Donc, j'ai cité des romans africains comme ici, Longue Lettre, Les Bouts de Bois de Dieu, Une vie de boy, Le Vieux Nègre et la médaille. C'était que ces romans-là. Dans la littérature française aussi, j'ai cité Notre-Dame de Paris, j'ai cité Madame Bovary, j'ai cité aussi d'autres. Voilà donc en introduction ce qu'on avait fait dans le roman. Pour la définition, comme j'ai dit tout à l'heure, le roman est un genre protéiforme, on appelle ça polymorphe, qui met en scène des personnages qui évoluent aussi dans un cadre espace-temps, c'est-à-dire l'espace-temps il est fondamental dans le roman. Mais la particularité du roman, c'est que c'est un genre libéral. Et parmi les fonctions, on a cité 5 fonctions. La première, la fonction miroir. La deuxième, la fonction mnémotechnique. La fonction évasive. La fonction satirique. Et la fonction didactique. Voilà, de façon résumée, ce qu'on avait donné concernant les fonctions du roman. Et pour les citations, on a donné 5 citations. Je pense que c'est à apprendre, parce que aussi la culture, c'est tout ce qui reste quand on a tout oublié. Donc, il faut toujours avoir l'habitude de parceriser cette chose. Parce qu'on dit la culture, c'est tout ce qui reste quand on a tout oublié. Donc, chacun a sa culture. Et pour avoir une bonne culture, il faut lire, et beaucoup lire, parce que tout simplement, ça va vous différencier des autres. Et pour ultérieurement, il faut savoir que dans tous les concours que vous allez faire, vous aurez besoin de ces démarches-là pour être convaincant. Parce que pour être convaincant, il faut de la matière. Et pour avoir de la matière, il faut lire. Et pour lire, il faut toujours avoir ce goût-là, cet amour-là de se surpasser, cet amour-là de savoir que rien n'est impossible. Moi, je dis toujours à mes élèves que le mérite n'est là pas dans quoi, parce que c'est donné à n'importe qui. C'est donné à n'importe qui. Donc, pour résumer, voilà ce que je voulais dire sous le contrôle de M. Diak, un excellent professeur de français, pour vous dire que vous êtes bien encadré dans Takana Academy, parce que beaucoup de leçons de français ont été faites par mon cher M. Diak. Aujourd'hui, nous sommes venus pour le remplacer pour un laps de temps, mais rien que pour savoir qu'il est avec nous, là, ça nous rassure et ça nous... Voilà, donc, chers élèves, il faut savoir que pour avoir plus accès aux cours, il faut d'abord avoir un compte Takana. Parce que si vous suivez le cours via le lien, vous pouvez accéder au cours aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas avoir toutes les informations. Donc, on vous demande, après avoir quitté ce cours-là, de vous connecter, d'avoir un compte Takana. Ça vous permet d'avoir tout dans votre compte. Et ça, c'est l'essentiel. Pour le sujet de dissertation, prenez le roman, virgule, malheureusement, le roman, virgule, malheureusement, le roman, virgule, malheureusement, et selon une opinion très répandue, et selon une opinion très répandue,
virgule, ne s'occupe que des mensonges. Le roman, virgule, malheureusement, virgule, et selon une opinion très répandue, virgule, ne s'occupe que des mensonges, virgule, résume un critique littéraire. Donc, on parle d'un critique, c'est la personne qui fait une critique. Résume un critique littéraire. Point. Dans une réflexion bien structurée, virgule, dans une réflexion bien structurée, virgule, montrer d'abord, virgule, que le rôle attribué à ce genre se justifie. Que le rôle attribué à ce genre se justifie. Et enfin, prouver que le roman pourrait transcender cette étiquette. Et enfin, prouver que le roman pourrait transcender cette étiquette, prouver que le roman pourrait transcender cette étiquette et s'attribuer des missions humaines. Le roman pourrait transcender cette étiquette et s'attribuer des missions humaines. Donc je relis le roman, virgule, malheureusement, virgule, et selon une opinion très répandue, virgule, ne s'occupe que des mensonges, virgule, résume un critique littéraire. Dans une réflexion bien structurée, montrer d'abord avec des exemples précis que le rôle attribué à ce genre se justifie et prouver que le roman pourrait transcender cette étiquette et s'attribuer des missions humaines. Mais avant ça, on aimerait vous donner un conseil. La dernière phrase, c'est, dans une réflexion bien structurée, montrer d'abord avec des exemples précis que le rôle attribué à ce genre se justifie et enfin, prouver que le roman pourrait transcender cette étiquette et s'attribuer des missions humaines. Le roman pourrait transcender, c'est dépasser de loin cette étiquette et s'attribuer des missions humaines. Point. Voilà, donc nous allons donner la parole à un cher doyen, Monsieur Alun Badaradiak, votre cher professeur. Professeur, vous avez la parole. Oui, monsieur Dien, merci. Merci en tout cas. Nous avons suivi du début à la fin de cours. Et j'avoue que moi-même, j'ai beaucoup appris. Et là, c'est honnêtement que je le dis. Et voilà, là, le cours a été vraiment bien mené à main de maître. Ce n'est pas évident. Nous avons traditionnellement l'habitude de faire des cours présentiels. Les en ligne, c'est une nouveauté. Alors, c'est comme le train de la mondialisation. Il faudrait vraiment, pour ne pas perdre le train, donc, de s'y adapter. Et là, donc, vraiment, l'enseignement et les enseignements, vous le savez, de demain vont se faire à travers donc, le numérique. Le numérique est devenu incontournable. Alors, nous remercions tous les élèves qui ont participé vivement. Et vraiment, c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup de fierté que j'ai vu d'abord certains de mes élèves alors intervenir, et voilà, pouvoir suivre, parce que ça rassure également les cours qui ont été déroulés en classe, si on voit qu'ils trouvent maintenant d'autres occasions pour les expérimenter et essayer de répondre, de poser des questions pour beaucoup plus de clarification, c'est déjà quelque chose vraiment de fondamental. Alors, en tout cas, j'exprime uniquement ma fierté, toute ma fierté, en tout cas, de vous suivre du début à la fin, d'avoir mené donc le cours à mes maîtres. Et je remercie fondamentalement toute l'équipe technique de Takana Academy. Voilà. Ou même, vous savez que ce n'est pas évident, c'est des personnes mémorables qui sont très passionnées dans l'exercice et qui essaient donc de vraiment de faire tout pour que tous les élèves du Sénégal puissent recevoir donc les meilleurs enseignements. En commençant par le directeur d'abord, M. Khan, vraiment, Machallah, mention spéciale à lui, mais surtout toute l'équipe technique, Madame Fall, Madame Traoré, alors mon ami Michel Ndao et également mon frère, également Mohamed, véritablement des personnes dévouées à la tâche et qui sont d'un professionnalisme remarquable, vous l'avez peut-être remarqué. Alors, vraiment, c'est une fierté véritablement. Et mieux on valorise ou bien on essaie donc de diversifier les accents, les interventions, mieux ça passe parce qu'un seul accent ne pourrait effectivement satisfaire tous les élèves. Il faudra qu'il y ait davantage de professeurs, voilà, de la même matière, qui puissent maintenant peut-être véritablement intervenir pour permettre, pour donner plus de chance à nos apprenants. Voilà, en tout cas, c'était ça mon intervention. Et que le roman, c'est un genre complexe. Moi-même, j'ai été déifié par la manière dont vous avez un peu de temps, 2 heures de temps, donc régler presque toutes les questions. Je me dis qu'est-ce qu'on a besoin d'y ajouter quelque chose? Ce n'est pas évident. Des séances qui sont déroulées en 8 heures, 10 heures dans nos classes, et vous le savez.
C'est comme si on a plus de performances en ligne. On a plus de performances avec les cours en ligne où on arrive à installer des compétences que voilà, la tradition présentielle ne saurait nous permettre. Effectivement. Et là, vraiment, c'est encore une fois une possibilité, une occasion pour remercier toute l'équipe de Takana, les initiateurs, et véritablement, alors, c'est une fierté. Ça, vraiment, ils l'ont fait pour nous et nous ne pourrons jamais les remercier assez. Merci en tout cas, monsieur Dien, mon frère, mon ami, mon Oui. éminence grise. Oui, c'est un plaisir de savoir que vous suivez parce que, comme je l'ai dit tantôt, on est plus de personnes, on est une seule personne parce que réellement, j'ai fait cours dans votre classe, toi aussi tu as fait de même avec moi. Je pense que ça, c'est des expériences à partager avec tous les professeurs parce que aussi, je pense que vraiment, tu es une personne formidable qui cherche toujours à partager et je pense que ça, c'est des attitudes d'intellectuel au sens large du terme. En tout cas, merci, Jack. Merci, merci beaucoup, merci. Voilà, donc c'est avec cette prise de position de mon ami Jack que nous allons vraiment vous dire au revoir pour un autre numéro. En tout cas, c'est avec ces modestes mots, du reste très impuissants par rapport à la dimension de nos intentions, que nous disons un grand merci à Takana Academy d'abord, aux techniciens, avec surtout mon ami Michel Ndaou, et tout le monde, et vraiment tous ceux qui nous suivent via nos plateformes, Facebook, en direct, tout le monde. En tout cas, merci de nous avoir suivis, mais surtout merci aux élèves qui ont vraiment donné beaucoup de leurs connaissances pour que le cours réussisse. Donc, je pense que c'est ça le but de faire des cours en ligne. Une bonne participation des élèves fait que ça donne vraiment vie au cours. Donc, chers élèves, il faut toujours être avec Takana.